Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce cycle de conférences organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Pour rappel, la Fondation est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, la Fondation se base sur différents partis pris que sont l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes, le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences qui dure toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'octobre. Je suis Guy-Franck Cédric Dely, chargé de projet à la Fondation. Ce soir, mon rôle est purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence. Cette semaine, cet après-midi, on vous propose d'écouter professeur Rose Dengue autour de la thématique Penser une démocratie africaine féministe et décoloniale à partir de l'I2EFEC, une organisation nationaliste et anticolonialiste camerounaise, exclusivement féminine, créée au début des années 1950. À la modération de cette conférence, Aïssata Diallo, diplômée de master de l'université Jean Moulin Lyon 3 en relations internationales. Elle occupe la fonction d'assistante de programme par ailleurs au sein du laboratoire Ouest-Méditerranée de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Bien, une fois qu'on a dit ça, je vous laisse vous installer confortablement pour la conférence et je vous dis à tout de suite pour faciliter la phase des échanges. N'oubliez pas, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être aussi présents. Comme Guy a pu le dire, je m'appelle Aïssata Diallo et je suis assistante de programme pour le laboratoire Ouest Méditerranée de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer le cycle de conférences en commençant par vous présenter Madame Dengue Rose, afin qu'on discute autour du thème Penser une démocratie africaine, féministe et décoloniale à partir de l'Union démocratique des femmes camerounaises. Donc, Madame Rose Dengue, vous avez quitté le Cameroun à 15 ans. Vous disposez d'un master en sociologie politique de l'IEP de Lyon et d'un doctorat en histoire africaine de l'Université Paris Diderot. Vous êtes actuellement enseignante-chercheuse au département études globales et sociales du Collège Glendon de l'Université de York. Votre travail mobilise les approches féministes, postcoloniales et décoloniales pour analyser les mobilisations féministes des femmes noires en Afrique et dans la diaspora. Vous êtes engagé dans le domaine des études féministes noires transnationales et vous avez mené de nombreuses recherches en France, mais aussi au Cameroun, sur la mobilisation des femmes africaines sur le continent et dans la diaspora africaine. Vous avez notamment publié un article dans la revue Politique et Société qui s'intitule Genre et citoyenneté en Afrique, décloisonner et décoloniser la science politique à la lumière des mobilisations camerounaises. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce cycle de conférence afin de discuter du thème qu'on a pu citer juste avant. Et nous sommes impatients d'en apprendre plus sur l'Union démocratique des femmes camerounaises. Merci beaucoup. Alors, merci. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette conférence et puis merci à la Fondation pour l'innovation et la démocratie pour l'invitation et à l'équipe organisatrice de cette conférence. Je vais vous entretenir aujourd'hui de la question de la démocratie féministe africaine à partir d'un cas particulier, mais qui, bien entendu, peut être étendu. Donc, je prends un cas qui est un cas que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, mais on peut tout à fait faire des ponts avec aussi l'histoire des luttes féminines et féministes africaines dans d'autres espaces territoriaux de l'espace africain et même en diaspora, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant la période des questions. Alors, pour commencer, en fait, je voulais un peu rompre la routine des conférences où on vient et désolée, parfois je vais faire des anglicismes parce que je suis en contexte anglophone, on verse du savoir et aux gens. Donc, je considère toujours que le public, tout comme mes étudiants, quand je suis avec mes étudiants, ne sont pas des coquilles vides. Donc, je ne viens pas remplir des coquilles vides. Je viens proposer une vision du monde, une analyse et je veux partager avec les personnes dans l'assistante, dans la salle, donc vous, et dans mes classes avec mes étudiants, leur vision du monde et voir comment, en fait, on peut co-construire un savoir.
Donc, à cet effet, on va commencer. Donc, second slide. Je vais commencer, on va prendre peut-être 2-3 minutes pour... je vais vous poser la question de savoir à quoi ressemblerait une démocratie féministe africaine selon vous et que vous avez évoqué le titre de la conférence. Si vous pouvez le mettre en commentaire ou même, je pense que vous pouvez ouvrir les micros, je crois que c'est possible, je ne sais pas trop ce qui est possible au niveau. Je pense que vu le nombre de participants, ils sont pour l'instant interdits d'ouvrir leur micro. Ils vont juste le laisser en commentaire et on pourra leur donner accès au micro lors de la phase des échanges. C'est top. OK, parfait. Donc voilà, on va prendre 2-3 minutes pour que vous me disiez ce que vous avez évoqué, le titre de la conférence, et à quoi ressemblerait une démocratie féministe selon vous. Alors, j'aimerais que vous répondiez aux 2 questions, mais vous pouvez répondre aussi à l'une ou à l'autre, indépendamment. Alors, ne soyez pas timide, je sais que ce n'est pas habituel de demander aux gens d'interagir dès le début de la conférence, mais on est ici pour effectivement apprendre à désapprendre. Donc, j'espère que vous allez participer parce que si on veut construire un autre monde, il faut qu'on apprenne aussi à démanteler des pratiques qui sont très verticales, qui viennent du haut vers le bas, mais essayer de construire quelque chose de beaucoup plus circulaire et horizontal. Alors, professeur, je pense qu'il y a des réponses qui arrivent déjà. Je pense que... OK, oui, là, je viens de voir une de Axel. Très bien. Je vois qu'il y a Madame Deneo qui lève la main. Exceptionnellement, je lui donnerai la parole. Pas de souci, ça marche. Je vous autorise, Madame Deneo, à ouvrir votre micro. Allez-y. Est-ce que vous nous recevez? Deneo Nyoncian. C'est bon, mon micro est ouvert. Désolée, je ne l'avais pas ouvert, mon micro. Bonjour Rose, bonjour à toutes et à tous. Ce serait une démocratie, à mon sens, qui garantirait le principe d'égalité des genres. Parce que le féminisme est le seul mouvement qui revendique l'égalité, en fait, entre les hommes et les femmes, qui ne revendique pas qu'une catégorie sociale ou une catégorie, enfin, de genre, l'égalité. Donc, pour moi, ce serait vraiment une démocratie qui garantirait l'égalité des genres. Donc, dans le genre, il y a femmes, il y a hommes, mais également toutes les différentes, en fait, minorités. Super, merci beaucoup, Désirée, pour cette réponse. Et puis, il y en a 2 autres dans le chat. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu? Alors, il y a 2 autres dans le chat, donc on va dire qu'on en a en tout 3. OK? Donc, gardez ça en tête. Cette question de la démocratie et de ce qu'a pu vous évoquer le titre. Et puis, à l'aune de la... Ah oui, Marlise, OK, excellent. Et à l'aune donc de la conférence, on verra à la fin si ce moment historique qu'a été le moment de mobilisation de l'UDFEC peut se croiser avec ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de ce que c'est qu'une démocratie africaine. Et si oui, si non, on pourra en discuter plus longuement. Donc, slide suivante. Donc, je vais pouvoir parler un peu après vous avoir un peu embêté et vous avoir invité à participer. Donc, ce qu'on peut dire sur cette question, c'est qu'il existe une narration dominante et erronée. Donc, elle est dominante, elle est hégémonique, mais elle est erronée, selon laquelle la démocratie et le féminisme seraient 2 concepts, 2 idéologies, 2 pensées, 2 pratiques ou praxis importées de l'Occident dont elles seraient originaires. Donc, évidemment, ça veut dire qu'elle n'existerait pas dans d'autres espaces à la base que de l'Occident, qui l'aurait donc importé dans les autres espaces à travers la colonisation notamment. Mais cette pensée, elle est fausse et elle résulte en fait des dynamiques qu'on appelle des dynamiques de colonialité du pouvoir et des savoirs occidentalo-centrés, qui reposent sur un implicite. Et cet implicite, c'est celui selon lequel l'Occident est un espace, est une pensée, est un projet civilisateur qui est source des lumières pour les sociétés non occidentales, etc.
Pourtant, une analyse socio-historique et politique des dynamiques coloniales, et quand je parle des dynamiques coloniales, je parle des dynamiques coloniales larges. Je ne parle pas juste de la colonisation tardive en Afrique, mais je parle aussi des dynamiques coloniales même du territoire sur lequel je me situe actuellement, qui est appelé Canada, qui a été colonisé donc par les Britanniques et les Français à partir aussi d'un génocide des populations, des Premières Nations de ce pays. Donc, l'ensemble de ces dynamiques coloniales-là, donc depuis 1492, si je pense avec les décoloniaux latino-américains, montre que loin d'apporter la démocratie dans leurs colonies, les puissances impériales, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc., le Portugal, y ont introduit des systèmes sociopolitiques autoritaires, capitalistes, extractivistes, fondés sur des logiques d'exclusion liées à la race, au genre, à la classe. Et ces logiques-là se perpétuent aujourd'hui. Et donc, face à cette réalité, des Africaines, et notamment des Camerounaises dont on va parler ici, se mobilisent pour la libération de leur territoire et également pour l'émancipation des femmes. Et il faut savoir ici que leur émancipation est vraiment corrélée à celle de la libération de leur territoire. Et elles vont le faire à travers l'usage de pratiques démocratiques, féministes, intersectionnelles, qui valorisent une approche radicale de la souveraineté populaire. En effet, l'analyse des mobilisations des militantes de l'UDFEC, donc Aïssatou Diallo a présenté rapidement tout à l'heure, démontre que non seulement les Africaines n'ont pas attendu les Occidentales pour mener des combats féministes, mais également que l'instauration d'une démocratie durable en Afrique passe nécessairement par une approche féministe radicale. Donc, afin de mieux saisir les enjeux des mobilisations des militantes nationalistes, on va prendre 2-3 minutes pour faire le point sur ce qu'on entend par les concepts de corps politique et souveraineté politique, souveraineté populaire, en les raccordant plus tard en fait au contexte historique. Donc, next slide. Merci. Et on va faire le même exercice que tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce que le corps politique, qu'est-ce que la souveraineté populaire? Qu'est-ce que ces concepts, à quoi ces concepts renvoient quand vous les entendez? On peut prendre 2-3 minutes là pour avoir quelques réponses. Alors, juste pour signaler qu'ici, il y a des personnes qui ont des difficultés à laisser leur message dans le chat. Vous pouvez juste lever la main et je vous donnerai accès à votre micro. Super, merci beaucoup. Donc, on prend 2-3 minutes pour voilà, essayer de faire un débrief sur voilà, ce concept de corps politique et de souveraineté populaire. Quand vous les entendez, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez de ces concepts? Je pense qu'on a encore Dénéo qui souhaite prendre la parole. Oui. Désiré, je lui donne la parole. Allez-y. Ok. Bon, en fait, ça remonte, ça fait retomber en sciences politiques, première année, deuxième année Sciences Po. Bah, le corps politique, c'est l'ensemble des citoyens. Donc, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, c'est Habermas qui introduit ça. Mais j'essaie de recycler, en fait, toutes les connaissances, en fait. Je pense que c'est ça, l'ensemble des citoyens. Je pense peut-être souveraineté populaire, ça enverrait à la souveraineté du peuple. Enfin, c'est que ça fait très tautologique. Mais c'est ça, le peuple, le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple, principe de démocratie. Mais j'essaie de recycler. Super, merci beaucoup. Alors, donc, j'ai vu aussi Jeanne qui parle voilà, de souveraineté populaire au sens du pouvoir par le peuple, au sens plus large, corps politique, ensemble des citoyens, Marlise, etc. OK, voilà. Donc, pareil, je vais vous entretenir. Alors, vous pouvez continuer d'ailleurs dans le chat à dire ce que vous pensez. Je vais vous entretenir dessus. Et l'idée, ce sera pareil, c'est de voir comment, une fois que j'aurai présenté les pratiques de l'UDFEC et la pensée politique, est-ce que vous voyez si ça colle avec ce que vous avez pensé de la souveraineté populaire et du corps politique. Donc, pour penser le corps politique, slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, pour penser le corps politique, alors évidemment, effectivement, comme a dit Désiré Dénéo, le corps politique, quand on le pense en termes de sciences politiques, c'est en fait un corps qui peut être incarné par un seul personnage étatique, tel qu'un chef ou une chef d'État. Mais ici, on va le comprendre plus comme l'ensemble, effectivement, des citoyens d'un État, d'un territoire, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, ça c'est important, qui disposent du droit de participer aux institutions politiques et sociales, et donc qui disposent de la possibilité et du droit de participer à la régulation sociale à travers différents mécanismes. Dont le vote. Et le vote ici, c'est important à retenir, car dans le contexte colonial va survaloriser le vote comme institution de participation politique, mais en même temps comme institution très excluante. Et donc va construire un corps politique très restreint en réservant donc l'accès à la citoyenneté, et la citoyenneté électorale qui est ici survalorisée, à une infime minorité d'Africains et encore plus une infime minorité d'Africaines. Pour ce qui est de la souveraineté populaire, on peut partir de la réflexion de Samuel Hayat sur souveraineté populaire et Révolution française. C'est donc effectivement l'idée que le peuple serait à l'origine du pouvoir souverain, et ce peuple peut effectivement désigner un représentant pour agir en son nom, et si tel est le cas, ça justifie un contrôle populaire sur les actions de ce représentant. Et ce pouvoir de contrôle passe par différents mécanismes, mais il peut aussi s'exercer, et ça c'est important dans nos territoires africains où il y a de plus en plus d'autoritarisme, le pouvoir de contrôle sur le souverain peut aussi s'exercer dans le cadre d'un droit à l'insurrection. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Donc, le concept de souveraineté populaire peut avoir ici un caractère révolutionnaire, notamment parce qu'il va s'appuyer sur l'idée que les citoyens sont collectivement dépositaires de la définition de ce qu'est le bien commun et donc de ce qu'est la volonté générale. Et le bien commun et la volonté générale vont au-delà de la somme des intérêts particuliers. On n'est pas ici en train d'additionner des intérêts particuliers pour définir le bien commun. On est en train de construire un bien commun global. Il y a donc souveraineté populaire quand des personnes sont soit institutionnellement considérées comme le peuple, mais on va voir qu'avec la colonisation, notamment, vu qu'il y a des personnes qui sont exclues, il y a des catégories entières qui sont exclues, donc ce n'est pas individuel, c'est des catégories. La souveraineté populaire, c'est aussi quand des personnes essaient de se faire reconnaître comme le peuple, porteur d'un pouvoir de décider en dernière instance, sans qu'il ne puisse lui être opposé une autorité. Donc, ce pouvoir n'implique pas nécessairement que les citoyens l'exercent directement, évidemment, comme je l'ai dit précédemment. Mais ce qui importe ici, c'est qu'ils se pensent comme le peuple, qu'ils tentent de se faire reconnaître comme le peuple auquel aucune autre autorité ne peut opposer de résistance. La souveraineté populaire se manifeste donc à travers différentes institutions et pratiques citoyennes, et ces pratiques citoyennes peuvent se faire dans le cadre institutionnel ou en marge des institutions. Du point de vue institutionnel, la souveraineté populaire peut être exprimée notamment au Parlement, ça peut être exprimé dans le cadre des pétitions, des référendums, des plébiscites qui sont des actes qui sont institutionnellement encadrés. Mais la souveraineté populaire peut être aussi s'exprimer à travers des associations ou encore même des rites protestataires. En gros, si on reprend le concept de sociologie de mobilisation, de répertoire d'action collective, on voit qu'il y a une sorte de spectre dans lequel la souveraineté populaire peut se déployer. Et donc, si on en vient aux éléments de contexte sur cette question du corps politique, de la souveraineté populaire en contexte colonial, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la modernité coloniale, donc c'est-à-dire l'ordre social résultant de la colonisation, a introduit des nouvelles dynamiques sociales et politiques en Afrique, et que ces dynamiques sont fondées sur l'autoritarisme avec la destitution des chefs et la nomination de nouveaux chefs sans passer par les canaux qui permettaient de légitimer ces chefs, notamment le règne de l'arbitraire avec le vol des terres, etc., et l'exclusion de l'immense majorité des populations de la participation politique à travers l'instauration d'une citoyenneté électorale capacitaire. Qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté électorale capacitaire? C'est une citoyenneté qui repose sur une incorporation partielle, voire exceptionnelle des colonisés dans le corps politique. Et elle est élaborée ici à partir d'un imaginaire évidemment raciste, sexiste et classiste. Les politiques coloniales vont organiser les populations locales en établissant une distinction entre une
d'infimes minorités sélectionnées et formées en vue de prendre part à la conquête coloniale, en qualité notamment d'auxiliaires de la colonisation. Donc, ça va être les notables évolués, les titulaires des décorations, des fonctionnaires, des diplômés, etc., etc. Et la masse. Donc, il y a vraiment une vision très élitiste. Il y a une petite minorité qui est sélectionnée. Et puis, il y a l'immense majorité, considérée comme la masse, qui n'a pas accès aux institutions issues de la politique issue de la modernité coloniale. Et lorsque on analyse la construction de ces catégories de personnes qui sont habilitées à rentrer dans ce corps politique restreint, on se rend compte que si on l'analyse sous l'angle de la colonialité, on voit comment les ressorts de ces catégories-là reposent sur une imbrication du genre, de la race et de la classe dans la formation de la citoyenneté. Et ça permet de dresser un constat extrêmement clair qui est que l'extrême minorité qui a accès prioritairement aux nouvelles institutions issues de la modernité coloniale et au prestige social qui les accompagne est essentiellement constitué de garçons et d'hommes. Les capacitaires appartiennent donc aux catégories élaborées et validées par les carnaux verticaux du contrôle impérial. Et cette catégorisation-là, donc de celle des capacitaires, s'appuie sur des critères issus de la fabrique des masculinités colonisées. On pourra revenir sur cette question plus tard si vous le voulez. Et donc, dans ce contexte-là historique et sociopolitique, les femmes sont intégrées à la marge et avec beaucoup de difficultés. Donc, les Africaines sont principalement destinées à assumer des rôles liés à la domesticité qui les confinent à la sphère privée, à l'opposé en fait des dynamiques de genre endogènes à de nombreuses sociétés africaines où les femmes circulaient entre l'espace privé et l'espace public. Donc, il n'y avait pas cette construction binaire, extrêmement binaire et rigide de sphère privée, sphère publique. Il y avait beaucoup plus de souplesse et de circulation. Et donc, tout au long de la colonisation, des Africaines se mobilisent, et notamment des Camerounaises, pour rompre avec cette dynamique de relégation. Elles remettent en cause l'ordre colonial en produisant des conceptions et des pratiques de la citoyenneté en conflit avec les dynamiques hégémoniques, donc qui sont les dynamiques coloniales, afin de restaurer une souveraineté populaire radicale dont nous pouvons tirer des leçons, selon moi, pour démanteler l'ordre social actuel en Afrique et reconstruire un ordre social politique plus inclusif. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, ici, donc, on va s'attaquer, là, on va entrer dans le vif du sujet de l'UDFEC. Qu'est-ce que l'UDFEC a fait? Donc, l'UDFEC développe une approche féministe radicale et inclusive de la souveraineté populaire et du corps, et du corps politique qui peut nous permettre de tirer quelques enseignements de leur approche militante. Donc, l'organisation développe une conception exigeante de l'émancipation. Donc, les militantes vont expérimenter une praxis politique qui relève de l'intersectionnalité comme un compas. Et ici, je me réfère à Hill Collins et Bill Gay, à travers lesquels elles vont dessiner les contours d'une justice sociale holistique qui vont se développer à travers des savoirs et des pratiques alternatives. Dressant le constat d'une subordination multidimensionnelle des femmes en général, mais aussi des enfants et de l'ensemble des populations, donc au croisement de la race, du genre, de la classe, de l'âge et même de l'espace géographique, les nationalistes camerounaises développent une politique féministe émancipatrice. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dès le début du mouvement nationaliste, les militantes vont développer une approche de l'émancipation qui repose sur un processus de subjectivation politique des femmes en articulant leur émancipation à celle du pays. Leur implication dans la lutte nationaliste relève d'une volonté d'assumer les mêmes responsabilités que les hommes et d'affirmer une égale capacité politique. La reconnaissance du rôle politique des femmes est un enjeu qui est soulevé par les nationalistes camerounais dès le début du mouvement nationaliste, comme le soulignent aussi bien mes travaux que ceux de Meredith Tereta ou de l'historienne Sarah Ebongo Kwedi. Et donc, dès 1949, je ne sais pas si vous pouvez faire un zoom sur la slide, parce qu'il y a, je pense que j'aimerais bien que les personnes puissent lire. Si vous pouvez faire un plein écran, voilà, pour que les personnes puissent lire le propos. De Catherine Gokomol.
Donc, dès 1949, le comité féminin de l'UPC envoie une pétition à l'ONU dans laquelle les militantes dénoncent la politique de mépris des autorités coloniales qui les maintiennent dans une position subordonnée. Ces militantes donc affirment qu'ils relèvent de leurs droits, mais plus encore de leur devoir de participer à la construction du pays. Et en juin de la même année, donc en juin 49, dans un article intitulé « Femmes camerounaises, arrachons nos libertés », publié par l'hebdomadaire du Rassemblement démocratique africain RDA Réveil, Catherine Gokomol, qui est présidente de la section féminine de l'UPC de Newbel, souligne la double oppression coloniale et patriarcale que subissent les Africaines. Alors, je prenais le temps de lire ce qu'elle dit. Je pense que pour des soucis de temps, je ne vais pas tout relire, mais on voit bien ici qu'elle dit clairement que les femmes sont opprimées comme les hommes, voire même plus qu'eux, et que c'est pour cette raison-là qu'elles vont lutter, elles sont déterminées à lutter contre le colonialisme et sont prêtes à en subir les conséquences. Donc, les militantes nationalistes camerounaises et l'ensemble des Camerounaises a rejoint le mouvement nationaliste pour y participer sur la base de l'égalité des sexes, hein, comme le souligne Emangom lors d'une réunion en 1954. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, qui rappelle que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et surtout, ce qui est intéressant, elle déconstruit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ce qui était le discours colonial reposait sur la question de la soumission des femmes. Et donc, ici, on a une nationaliste au milieu des années 50 qui dit que les femmes ne sont pas tenues d'obtenir au préalable l'autorisation de leur mari pour s'engager politiquement et qu'elles peuvent même s'engager politiquement dans une orientation qui est contraire à celle de leurs compagnons et conjoints. Tout en reconnaissant la nécessité de travailler conjointement dans un esprit fraternel avec leurs partenaires nationalistes masculins de l'UPC, les militants de l'UDFEC dénoncent la tendance que certains de leurs camarades masculins ont à nier leur autonomie et à marginaliser leur mouvement. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, dans le rapport du premier congrès de l'UDFEC en 1954, Emma Ngom va dénoncer l'immixtion de camarades masculins dans les affaires internes de l'UDFEC à l'occasion de la désignation de mandataires pour la conférence de la Fédération démocratique internationale des femmes de juin 1953. Et donc, elle dit notamment que pendant ce processus, elles ont souffert donc, de l'immixtion des camarades masculins dans leurs affaires. Et elle souligne que c'est l'un des principaux défis qu'elles ont parce que, alors pour rappel, elle parle de juin 53, le mouvement a été créé en août 52. Donc, c'est un mouvement qui est encore frais. En 1956, donc quelques années plus tard, au cours de plusieurs réunions, Marianne Soga exprime sa surprise de constater l'ignorance que certains cadres des comités de l'UPC de Babimbi affichent à l'égard de l'UDFEC. Elle leur reproche leur méconnaissance du sens et des enjeux de la participation des femmes à la lutte de libération. Et pendant le cadre de ces réunions-là, elle va présenter l'UDFEC comme une organisation dont la lutte mêle le militantisme pour un changement institutionnel global, qui nécessite d'élaborer des coalitions, certes, mais cette nécessité d'élaborer des coalitions s'articule à une politique identitaire axée sur le caractère spécifique des injustices subies par les femmes colonisées. Marianne Soga, ici, essaye de contrôler la narration sur le sens à donner à leur implication dans la lutte nationaliste, dans un contexte où il y a des camarades nationalistes masculins qui essayent de nier la participation, de nier l'autonomie. Elle va lier les combats des femmes aux enjeux internationaux afin de mieux faire reconnaître le caractère indispensable de la contribution des femmes. On voit ici donc que ces militantes-là, elles naviguent dans un contexte contraignant hein, qu'on peut
rapproché des contextes dans lesquels on navigue en tant que féministe aussi aujourd'hui. Hein. Et ce contexte contraignant-là est un contexte où par nécessité, elles ont besoin de collaborer avec leurs camarades masculins, mais elles ont aussi conscience qu'elles doivent résister en fait à un double patriarcat, c'est-à-dire aux dimensions coloniales du patriarcat, mais aussi aux dimensions locales du patriarcat. Et donc, elles vont s'attacher à porter une voix politique autonome en faveur de l'émancipation en développant une pensée sociale et une praxis politique émancipatrice. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, cette praxis politique émancipatrice passe par une approche extensive de la citoyenneté et de l'espace public. Donc, fortes de leurs convictions, hein, les militants nationalistes vont redéfinir les conditions de reconnaissance de la capacité politico-camerounaise dans leur espace militant, dans un contexte social, économique et politique particulièrement contraignant. Elles vont mettre en œuvre un contre-espace public démocratique que j'ai pu observer à travers les archives de la réorganisation de l'UDFEC dans la localité de Babimbi. Donc, très rapidement, ce qu'on peut dire sur cette localité, c'est que Babimbi est une localité rurale, hein, économiquement enclavée. Elle subit un manque d'infrastructures, une intégration insuffisante des paysans dans les circuits de l'économie de marché en vigueur à ce moment-là. Et donc, les habitants de cette subdivision sont souvent condamnés à vivre reclus, donc dans leur espace rural, aux marges de la modernité coloniale, donc n'ont pas accès à toutes les infrastructures de la modernité coloniale et aux ressources qu'elle génère, ou alors à entreprendre l'exode du rural. Et donc, durant le dernier semestre de l'année 56, alors que les militants nationalistes agissent en clandestinité, du fait de l'interdiction un an plus tôt du mouvement nationaliste par les autorités coloniales, elles élaborent un contre-espace public qui met en scène un imaginaire de citoyenneté émancipatrice qui affranchit les populations locales de la modernité coloniale, de l'autoritarisme et des hiérarchies sociales qui sous-tendent cette modernité coloniale-là. Elles vont maintenir une action militante fondée sur la participation politique comme une prérogative populaire qui n'est pas corrélée à la détention de ressources sociales liées à l'âge, au statut social et ou économique. Donc, dans les archives que j'ai explorées, je me suis rendu compte que les listes de recensement des militants et donc du public militant de cet espace-là montrent un public militant transgénérationnel avec des militants qui ont entre 10 et 80 ans. Dans un contexte où l'âge officiel du droit de vote est fixé à 25 ans. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Sur les 7 listes consultées, 4 répertoriaient des militants qui avaient moins de 20 ans. Et parmi ces listes, 3 comportaient des noms d'adhérentes de moins de 15 ans. Par ailleurs, ce qui est aussi intéressant sur ces fiches, c'est de voir que les nationalistes, lorsqu'il s'agit de désigner ce qui s'apparente aux catégories et aux activités socio-professionnelles, ils ont utilisé plutôt le terme fonction intellectuelle. Et dans cette catégorie fonction intellectuelle, ils vont mettre aussi bien l'immense majorité, les activités de l'immense majorité des populations de cette région qui sont rurales, c'est-à-dire qui est l'agriculture, donc ils vont mettre cultivatrice en fonction intellectuelle. Je trouve que ça, c'est aussi intéressant et ça dit quelque chose sur l'imaginaire nationaliste. Et puis, on retrouve aussi des catégories comme écolière, couturière ou ménagère. Ce qui est important à savoir, c'est que ces 3 catégories que je viens de citer laissent supposer la détention d'une ressource ou d'un statut social lié à un accès limité à l'instruction occidentale. Mais ça veut dire que c'est des personnes qui ont déjà eu quand même un peu accès. Mais cette catégorie-là était très minoritaire dans l'ensemble du public militant. Et donc, pour renforcer les capacités d'action des femmes, les militants de l'UDFEC à Babimbi vont fédérer les militantes par-delà leur âge, mais également leur statut socio-économique. Donc, on a ici un espace où des agricultrices et des femmes qui ont eu un accès très minimal, certes, mais un accès quand même aux ressources coloniales vont penser ensemble le projet de libération politique et socio-économique du pays.
Et d'ailleurs, la répartition des fonctions exécutives au sein des comités locaux favorisait une collaboration entre les femmes de différents âges, mais aussi de différents statuts sociaux. Donc, au niveau de l'exécutif, on pouvait trouver des exécutifs avec cinq personnes, cinq fonctions, et on allait trouver une jeune de 15 ans, une femme de 20 ou 30 ans, une femme de 50 ans, et ça, elles vont être, une ou deux vont être agricultrices, une autre écolière ou ménagère, etc. Donc, il y a vraiment un mix. Et donc, c'est une manière de développer vraiment une approche subversive et relationnelle de la citoyenneté. Mais l'UDFEC ne se limite pas juste à révolutionner les représentations, les pratiques en termes d'adultéité politique. Ici, puisque l'adultéité politique, si on regarde les fiches, commence à 10 ans. Donc, dès 10 ans, on peut s'exprimer sur l'avenir politique du pays. C'est ça que ça veut dire concrètement, puisque c'était des réunions sur ces questions-là. Donc, au-delà de cette question de l'âge, les militants de l'UDFEC vont aussi essayer de penser la participation politique de toutes indépendamment des situations économiques. Lors d'une réunion au cours de laquelle elle est interrogée sur le coût de la carte d'adhésion à l'UDFEC, donc Marianne Soga, qui était au cœur de la réorganisation de l'UDFEC, va expliquer que la carte coûte 100 francs et la souscription nationale, donc au mouvement nationaliste, c'est 250 francs. Mais elle précise assez rapidement que compte tenu des réalités socio-économiques, elle a déjà initié un plaidoyer auprès des responsables du mouvement pour que les politiques de contribution à la lutte de libération soient revues à la baisse dans une perspective plus soutenable pour l'ensemble des populations. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, au-delà de cette citoyenneté extensive, l'UDFEC a aussi une praxis nationaliste féministe qui est fondée donc, sur une souveraineté populaire et une démocratie délibérative. Et donc, à rebours de l'autoritarisme colonial en vigueur, elle va développer à partir des logiques endogènes, et ça c'est mon hypothèse, un espace public au sein duquel elles expriment un projet alternatif de souveraineté politique dont les principes sont ancrés dans la démocratie, dans ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Le déroulement des réunions à Babimbi éclaire les modalités concrètes de cette rupture avec la trajectoire coloniale qu'a entrepris les militants nationalistes. On reconnaît donc que cet espace-là promeut une égale compétence politique à tous les membres du corps social, et que cette égale compétence politique se fait dans le respect de procédures qui assurent la participation active de tous. La délibération est ici au cœur du déroulement des réunions, durant lesquelles les oratrices demandent au public de respecter le triptyque écoute, débat et vote. Cette démarche est au cœur des pratiques de l'UDFEC depuis sa création. En effet, lors du premier congrès de l'organisation, donc en 1954, Emma Ngom, qui est l'une des cofondatrices du mouvement, souligne le caractère démocratique de l'UDFEC et assimile le déroulement des réunions à une école où tout le monde se doit d'écouter l'autre. Elle déclare donc notamment, je cite, et vous avez la citation, « Toutes les délégués mandatés ont droit à la parole et au vote. Une seule petite chose est à observer, il ne faut pas parler toutes en levant le doigt pour parler. Nous sommes ici à l'école, nous écoutons tout le monde. » Et donc, organisé de cette manière, le débat permet aux personnes de s'exprimer et de s'affirmer aussi en tant que sujet politique dans le cadre d'une discipline militante émancipatrice. Dans cette perspective, le vote qui se fait à main levée tient également une place importante. Les comptes rendus des réunions montrent un usage fréquent de cet outil, donc du vote, qui va remplir souvent deux missions principales. Première mission, c'est de désigner les responsables de bureaux, de sections, de comités locaux, ainsi que les représentants de ces instances aux échelons supérieurs. Et deuxième point, le vote est utilisé pour trancher les questions débattues lors des assemblées. Les questions relatives au fonctionnement du mouvement
font également l'objet de délibérations, qu'il s'agisse de questions de paiement des droits d'adhésion, des modalités de prise de parole lors des réunions ou encore de l'agencement des différents échelons locaux du mouvement. Donc, on a vraiment ici un espace où la discussion, le débat, la délibération est au cœur de la pratique et du fonctionnement du mouvement. Cette démarche est donc une occasion supplémentaire de s'émanciper à travers des pratiques politiques démocratiques. À titre d'exemple, la création de nouveaux comités locaux fait l'objet de discussions entre responsables et militantes, comme l'illustrent les débats qui ont eu lieu en novembre et décembre 1956 dans les comités locaux de Yilivanke et de Mahobi II. Dans le premier cas, donc à Yilivanke, la proposition est faite aux militantes de diviser le comité en deux du fait d'une augmentation importante du nombre d'adhérentes, et cette proposition est validée par l'Assemblée. Dans le second cas, même situation, la proposition est rejetée. La sphère publique nationaliste Soumaki, donc en clandestinité, est un espace donc, qui est dynamique de délibération où les décisions sont régulièrement révisées et entérinées dans le respect du principe donc, de la majorité. Et les responsables de l'organisation indiquent en effet, prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Indique en effet que conformément à la résolution numéro 2 de l'organisation, l'UDFEC condamne tout acte destiné à tuer la démocratie de son organisation et promet des sanctions contre toute militante de ce genre, quelle que soit sa qualité. On voit donc ici qu'à travers l'analyse de cette expérience, on perçoit là une démarche où les responsables et les militantes essayent d'élaborer un espace public de réciprocité qui est régi par l'égalité des membres qui les constituent. Et dans cette dynamique, théorie et pratique de la souveraineté sont étroitement corrélées. Donc, il ne s'agit pas juste de discours, il s'agit vraiment de discours et de principes qui sont mis en pratique dans le cadre du fonctionnement du mouvement. En effet, les militants de l'UDFEC vont construire et animer collectivement l'espace public nationaliste en élaborant donc des règles de fonctionnement communes. Et tout manquement à ces règles qui ont été élaborées et validées est sanctionné. Lors des réunions, Marianne Soga souligne notamment l'importance de tous les échelons de l'organisation et exhorte les responsables et militants de ces différents échelons à collaborer sans établir de hiérarchie entre elles. Elle leur rappelle que toutes participent à la lutte nationale pour la libération du pays du joug colonial. Et dans cette perspective, elle considère que les comités locaux nourrissent le comité régional et c'est la base qui est à la source du mouvement. Elle rappelle également, donc, dans ce cadre-là, il y a souvent des élections de nouvelles responsables. Et donc, dans le cadre d'une réunion où il y a eu une élection, elle rappelle aux représentantes nouvellement élus que leur mandat comporte une obligation à l'égard de leur mandataire. Et elle va donc s'adresser notamment aux dirigeants du comité régional de New-Dem en disant « Ne vous croyez pas supérieur envers la masse, obéissez la masse, c'est elle qui vous a choisi. Donc, unissez-vous pour lutter avec force pour que notre terre soit avec nous, donc pour la libération. » Donc là, je vous ai mis les citations telles qu'elles apparaissent dans les archives. Marianne Soga exhorte toutes les dirigeantes à ne pas être, je cite, sont ses propos, orgueilleuses, et à, je cite, selon ses propos, à travailler humblement avec les militantes. Et je pense que tous ces éléments-là sont importants à garder en tête pour la discussion plus tard sur la question de la démocratie africaine contemporaine. Les militants, dans ce cadre, contrôlent l'action des responsables de leur comité et les révoquent en cas de manquement, comme le montre le contentieux qui va opposer Marine John aux militants du comité local de l'UDFEC de Kikot, à la tête duquel elle avait été provisoirement élue, donc Marie-Jo avait été provisoirement élue présidente. Les militants décident de la révoquer au double motif du détournement de cotisation, du soupçon de détournement des cotisations et du refus de s'expliquer. Donc, Marguerite Agal, slide suivante s'il vous plaît. Marguerite Agal, une des militantes de ce comité, qui mène la charge contre la présidente indélicate, va donc
déclaré, je cite, « Toute personne a droit au divorce, telle est notre devise de femme ». Et ça, c'est aussi important, cette idée de la corrélation entre la révocation des politiques et du divorce dans un contexte où africain contemporain, où on a de plus en plus des masculinistes qui nous font croire que à l'époque, les mamans ne pouvaient pas penser, nos mamans, nos aînés, nos grands-mères ne pouvaient pas penser au divorce. Là, on a des femmes des années 50 qui sont dans des zones rurales et donc qui n'ont pas tant accès que ça à cette modernité coloniale et qui pensent le divorce. Pourquoi? Parce que c'est ancré en fait de manière endogène dans nos pratiques locales. Et donc, elle dit maintenant, nous la refusons en président, suivant nos articles de mouvement. Dès qu'elle préside, elle n'a rien donné comme ristourne au trésorier. En plus, nous l'avons priée, il avait pris responsabilité et jusqu'ici, point de suite. Donc, soutenant la réquisition de sa camarade, donc Madeleine Sombe, qui est une autre militante donc du même comité, déclare « Je connais bien qu'on nous enseigne que c'est le peuple qui décide ou qui vote. » Mais elle seule, dans sa présidente, décidait seule et votait seule. Donc, on voit ici qu'on a des femmes rurales dont la majorité sont illettrées au sens occidental du terme, mais qui ont un imaginaire de ce que c'est que une régulation sociale démocratique. Et donc, mon hypothèse tout le long, c'est de dire, si des femmes, dans les années 50, de l'espace rural, qui n'ont pas migré vers les villes et donc qui sont ancrées dans leur société, ont cet imaginaire-là, c'est parce que ces imaginaires-là sont des produits des sociétés et pas des produits importés par je ne sais quel libérateur, émancipateur, civilisateur. Donc, les propos ici de Marguerite Hagal et de Marguerite Sombe montrent que l'idéal démocratique auquel souscrivent les militantes est celui de la démocratie délibérative, donc ce qu'on conçoit qui articule délibération, réciprocité, publicité et imputabilité. Leur démarche montre que les sociétés occidentales n'ont donc pas l'apanage des sphères publiques démocratiques organisées autour de la délibération et de la délimitation du pouvoir. Petit aparté, pour rappel, quand Habermas pense la sphère publique, quand il la conceptualise, il la conceptualise à partir de l'espace européen du XVIIIe siècle. Et dans cette sphère publique-là, il n'y a pas de trace de femmes. L'espace de délibération est un espace de délibération entre citoyens qui sont bourgeois et masculins. Et ici, on a vraiment complètement l'inverse. On a des femmes qui sont noires africaines, qui sont rurales et qui appliquent donc cette dynamique de délibération. Dans un contexte où les autorités coloniales tentent de détruire le mouvement nationaliste, ce contre-espace nationaliste est un moyen de défense et de protection de la nation. Il encourage une prise de conscience collective et sur l'urgence à sortir le pays de l'espace du colonialisme perçu comme un mal à éradiquer. Et évidemment, le colonialisme ne peut être que perçu comme un mal à éradiquer. Les militantes en parlent en termes de maladie, puisqu'elles perçoivent bien la différence entre l'espace démocratique dans lequel, de régulation sociale de leur organisation militante et l'autoritarisme sur lequel reposent les logiques coloniales. Donc, pour conclure, en fait, ce n'est pas une conclusion vraiment, parce que je pense que justement, la conclusion, il n'y a pas de conclusion à avoir, plus une réflexion. Donc, pour inviter à la réflexion, ce que j'essaie de montrer, c'est comment des militantes africaines vont adopter une démarche contestataire qui va reconnaître la nécessité de collaborer avec leurs collègues masculins, mais qui va ancrer au cœur de sa lutte la lutte contre le patriarcat aussi bien colonial que local, qui rappelle l'exigence du respect de l'égalité des sexes, la reconnaissance de l'importance de la contribution à la lutte des femmes dans les délibérations, mais l'importance de penser une société qui fonctionne sur un principe de souveraineté populaire, de la délibération et de l'imputabilité. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Madame la professeure Dengue. C'était très intéressant et j'espère que tous les participants ont su apprécier votre intervention. Alors, il m'est demandé de faire une petite synthèse. Je ne sais pas si l'exercice sera facile pour moi, tellement c'était enrichissant, mais je vais essayer. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié la pédagogie utilisée et cette approche que finalement on ne voit pas très souvent dans le cycle de conférences. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de nous inciter à partager cette conversation. C'était d'autant plus intéressant. Alors, j'ai trouvé très intéressant le fait que vous ayez pu montrer l'aspect fortement endogène finalement du féminisme sur le continent en mettant un peu à mal finalement ces critiques qui pensent que le féminisme vient d'autre part finalement, qu'il a été amené, que c'est un produit exogène et donc que finalement on se trompe de lutte en parlant féminisme puisque finalement c'est pas une vraie préoccupation du continent. Vous avez su nous montrer le contraire grâce à la temporalité déjà des faits que vous avez cités avec ce mouvement des femmes de l'Union démocratique des femmes camerounaises qui étaient bien en amont de beaucoup d'autres faits qui ont pu arriver par exemple en Occident. Donc, ce qui montre vraiment une volonté endogène des zones urbaines, mais aussi des zones rurales et cet intérêt pour la problématique. Vous avez su nous montrer comment les membres de l'Union démocratique des femmes camerounaises ont su essayer de mettre à mal le double défi finalement qui était leur, le patriarcat colonial, mais aussi le patriarcat local, en essayant vraiment de créer un mouvement avec des fondements démocratiques qui reposaient finalement sur la participation et sur toutes les bases d'une démocratie dont on parle aujourd'hui, avec une organisation qui mettait au cœur de son fonctionnement le débat, la parole, la voix de chacune finalement, mais aussi les élections. Vous avez parlé des mandats, mais aussi de la possibilité de révocation. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de montrer à quel point des choses existaient en amont. Et donc, la problématique est actuelle, mais elle était aussi passée, elle reste future. Et donc, ça nous permet de s'ancrer aussi dans la réalité et de se dire les problématiques et les défis auxquels on fait face aujourd'hui ne sont absolument pas des défis qui pourraient paraître pas importants ou autres. Ensuite, je me suis aussi intéressée à ce que vous disiez sur la participation politique comme une prérogative populaire et pas corrélée forcément à la détention de ressources sociales. Cette façon que vous avez aussi mis en avant le fait que la société était divisée avec une élite et finalement une population qui était d'autant plus réprimée et d'autant plus mise en marge des discussions, mais aussi des décisions, et comment finalement les femmes de l'Union démocratique des femmes camerounaises essayaient de lutter contre ça. Donc voilà, c'est une synthèse. J'ai essayé de synthétiser au mieux, mais c'était vraiment très intéressant et je vous remercie encore. J'invite tous les participants à lever la main ou à poser des questions sur la conversation. Vous pouvez écrire vos questions ou vous pouvez tout simplement lever la main et Guy nous aidera à vous donner le micro pour justement vous donner la parole et vous donner une voix ce soir. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Ah, je vois une question de Bergeline. Si on peut ouvrir le micro. Bergeline. Ok, je pense que Bergeline est autorisée à ouvrir son micro. Le micro, il est juste là-haut, près de la caméra. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On reçoit cette question. Oui, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir tout le monde. Je suis arrivée en retard. Je m'en excuse. Je suis à Moundou au Tchad
et la connexion n'est pas du tout facile de ce côté. Mais j'ai pu me connecter et j'avais une question que j'ai pour Rose depuis des années que je vais poser aujourd'hui. Non, Rose, ce n'est pas compliqué. C'est que la confusion qu'on fait de l'UDEFEC, la position de l'UDEFEC, beaucoup considèrent l'UDEFEC comme un démembrement ou bien comme un mouvement qui accompagne un parti qu'on appelle l'UPC. Or, j'ai cru lire dans des articles, dans vos recherches, que non, l'UDEFEC était un parti politique, autant que l'UPC. Donc, j'aimerais avoir plus d'éléments. Peut-être que vous en avez parlé, mais je suis arrivée en retard et j'aimerais en savoir plus. Merci beaucoup. Merci, Bergeline. Alors, qu'est-ce qu'on fait réponse question par question ou Oui, on prend je suggère que ce soit ici, le temps que les autres participants préparent la question. OK. Parfait, super, merci. Merci beaucoup, Bergeline, pour cette question. Alors, en fait, la question de l'UDEFEC, ce qui est drôle, c'est que je pense que beaucoup de gens, dans leur appréhension de l'UDEFEC, n'ont pas travaillé sur l'UDEFEC, n'ont pas travaillé sur les archives de l'UDEFEC, parce que sur les archives de l'UDEFEC, c'est assez clair qu'elles se définissent comme un mouvement autonome. C'est ce qu'elles disent. Donc, si un mouvement dit on est autonome, je ne vois pas pourquoi des gens vont vouloir absolument considérer que ce mouvement est inféodé au mouvement mixte, parce que l'UPC, en fait, il y avait des militants qui étaient dans l'UDEFEC et dans l'UPC. D'ailleurs, je pense que ce qui sème la confusion, c'est que la plupart des gens qui pensent à l'UDEFEC approchent l'UDEFEC à partir de l'UPC, qui, même s'il était mixte, donc majoritairement l'équipe dirigeante était masculine, et le fait qu'il y avait quand même des liens étroits, parce qu'il y a ce que j'ai appelé un partenariat ambivalent, et je pourrais même dire en tension entre les deux mouvements. Ce qui est vrai, c'est que l'UDEFEC, pour être mis en place, a bénéficié notamment des canaux du mouvement nationaliste mixte qui a été créé avant l'UDEFEC, c'est-à-dire que l'UPC est créé en 1948 et l'UDEFEC est créé 4 ans plus tard, donc en 1952. Et ces deux mouvements sont en lien, en connexion étroite avec notamment les organisations du bloc de l'Est. Mais il se trouve que c'est l'UPC qui a établi ces premières connexions-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui passaient par l'UPC pour atteindre l'UDEFEC. Ça, c'est les faits historiques. Mais les militants de l'UDEFEC ont toujours eu à cœur de se définir comme un mouvement politique autonome, anticolonialiste et en partenariat avec tous les mouvements qui seraient anticolonialistes. Donc, et même Oumniobe, il y a, je crois que c'était en 50, est-ce que c'était en 54, Oumniobe, il a écrit une lettre où justement, suite aux tensions soulignées par et Mangom notamment dès 53, où il mettait en garde ses camarades masculins de ne pas considérer l'UDEFEC ou la JDC, la Jeunesse démocratique camerounaise, comme juste des annexes, mais de les considérer comme des organisations politiques autonomes alliées à l'UPC. Donc, j'ai essayé de faire une réponse un peu complète et complexe. J'espère que c'est un peu plus clair. Super. Super. Peut-être Madame Bergeline voudrait rajouter un mot. Pour dire merci. Merci. Aujourd'hui, je suis capable de pouvoir communiquer à partir de ça, parce que je dois dire, moi, je suis militante et activiste politique. J'utilise beaucoup l'histoire des dévancières, dont notamment des femmes de l'UPC, pour la mobilisation politique au niveau du Cameroun. Donc, pour moi, c'est OK. Peut-être l'élément qui manque, c'est qu'on a, je ne sais pas s'il y a ça dans les archives, à l'époque, je crois, les effigies, ou bien, je ne sais pas si je vais parler des effigies ou des éléments
les cartes, par exemple, est-ce qu'ils avaient des cartes d'abonnement, comme on a des cartes d'adhésion, voilà, des cartes d'adhésion, les cartes de membres, les cartes de sympathisants. Est-ce qu'ils avaient des outils comme l'épargne, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des traces de tels éléments? Je ne suis pas chercheuse, je demande. Merci. Oui, alors moi je suis jamais tombée sur une carte d'adhésion d'adhésion à l'UDFEC, mais les archives en parlent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, justement, j'en ai parlé du fait qu'il y avait la souscription nationale qui était le pot commun à tous les mouvements nationalistes, etc. Et puis, on devait payer sa carte d'adhésion, il faut la payer soit à l'UPC, soit à l'UDFEC, soit à la JUDC, soit aux trois si on appartenait aux trois mouvements. Donc, il y avait effectivement, c'était un mouvement politique avec des cartes d'adhésion, comme tous les mouvements politiques. Alors, je n'ai malheureusement jamais croisé un exemplaire, un facsimilé de ces cartes-là dans les archives, mais ça existait. Merci. Alors, je crois qu'il y a Super. Désiré qui... Oui, il y a Désiré. Oui, allez-y, Désiré. Oh, c'est quoi ce truc? Oui, Rose. Je ne sais pas si tu as abordé en fait cela ou je me suis levée en fait 5 minutes. Je voudrais savoir s'il y avait des liens au-delà du Cameroun en fait entre l'UDFEC et d'autres en fait d'autres mouvements de femmes politiques en Afrique, que ce soit surtout dans la sphère en fait francophone. J'essaie de faire le lien aussi avec toute la circulation, tu vois. D'arguments ou même en fait du partage en fait de sororité au niveau de l'espace en fait féministe en fait actuel en fait francophone. Est-ce qu'il y avait des connexions justement entre l'UDFEC, soit je pense aux femmes peut-être du PDCI RDA en fait en Côte d'Ivoire, ou en fait peut-être à d'autres femmes, enfin peut-être au Congo, enfin à cette circulation, tu vois, dans l'espace francophone. Oui, merci de ta question, Désiré. Alors, donc, pour l'instant, dans les archives, je n'ai pas trouvé, par exemple, d'archives qui montrent exactement comment se passait la connexion entre l'UDFEC et les autres mouvements nationalistes féminins africains. Mais définitivement, il y avait circulation, il y avait connexion. Quand j'ai cité, par exemple, le propos de Catherine Gokomol écrit son propos dans un journal qui s'appelle Le Réveil, qui est le journal du Rassemblement démocratique africain. Le Rassemblement démocratique africain qui est comme le parapluie de l'ensemble des mouvements nationalistes ouest-africains. Et donc, les connexions se font à travers ça. J'avais eu une autre archive où, en 1950, les militantes, puisque l'UDFEC a été créée qu'en 1952, mais les militantes du comité féminin de l'UPC en 1950 ont écrit et envoyé, je crois que c'est une sorte de fax ou je ne sais pas quoi, aux militantes qui sont mobilisées dans le Grand Bassam pour exprimer leur solidarité. Okay. Donc, c'était des femmes qui étaient très, très connectées, aussi bien dans l'espace africain que dans l'espace international. Je pense que le moment où elles se croisaient le plus, c'était justement lors de ces grands événements internationaux, puisque que ce soit elles ou les autres femmes des mouvements nationalistes des autres espaces, bénéficiaient en fait du soutien donc, du bloc de l'Est, du soutien logistique, financier pour faciliter leur voyage à l'occasion de ces grands événements-là. Et donc, elles se croisaient à travers ces événements-là aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça sent intéressant. Merci. Génial. Je pense qu'il y a un autre autorisé. Je pense qu'il y en a même deux. Donc, OK, parfait. Donc, certainement, on prendra les deux. S'il y a d'autres préoccupations dans le chat, on pourra peut-être y revenir une prochainement ou si le temps nous le permet. Et donc, si vous autorisez, professeur, on donne la parole à... Bien sûr. Super. Bien sûr. Donc, j'ouvre le micro de Franche. Franche est autorisé à prendre la parole. Le micro, il est juste là auprès de la caméra. Bonsoir. On vous entend très bien, madame. Bonsoir. Allez-y.
Ça, D'accord. Donc, je suis Franche Orchidée de la République du Congo. Alors, j'ai une question. Vu tout ce que vous avez dit ce soir, alors quelles leçons pouvons-nous tirer de l'UFEDEC pour penser une démocratie africaine qui ne reproduise pas les modèles coloniaux et patriarcaux? Merci, Franche. professeur, peut-être si vous le souhaitez, on prend la deuxième question et Oui, vous bien y faites. sûr. Très bien. On donne la parole à Karine Barnag. Allez-y, Karine Bonjour. Barnag. Oui, Très bien. Bonjour. bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Félicitations encore. Tes présentations sont toujours brillantes et même si je les entends une fois, j'apprends toujours de nouvelles choses. J'ai vu justement dans ta thèse et dans l'une de ces nombreuses présentations le travail qu'a fait Marie Ngochat, qui est l'une des, des dames qui a travaillé autant avec l'UDP que la NLK à un moment donné, qui avait des connexions avec la Chine. Est-ce que c'est possible de développer un peu cette partie de l'histoire de l'UDP et de Marie Ngochat? Merci. OK. Merci, Karine. Alors, je vais commencer par la question de Karine et je terminerai par la question de Franche. Alors, sur Marine Gauchad, j'ai pas. Alors, il y a son témoignage dans le livre de Marie-Reine Gampette-Billon. Il y a quelques mentions d'elle dans les archives, mais j'ai pas eu comment dire, j'ai pas une biographie vraiment claire de Marie Ngochat. Ce que je sais par donc les mentions d'elle dans les archives ou de son témoignage, ou même de militantes du coup nationalistes des années 70 qui ont pu la croiser à Paris parce qu'elle a été finalement exilée à Paris où elle est en région parisienne où elle est décédée. C'est qu'elle fait partie des militantes qui ont été notamment en Chine parce qu'il y a eu une guerre d'indépendance camerounaise. Voilà, ça fait partie d'une autre chose. Donc, souvent, on parle de la guerre d'Algérie. Bon, que la France a mis du temps à reconnaître et à admettre. Mais en fait, de manière concomitante, il y a eu deux guerres dans les espaces colonisés par la France. Il y a eu donc l'Algérie à partir de 1954 et la guerre du Cameroun qui a commencé fin 1956 et qui s'est terminée, on s'entend en tant qu'historien à dire 1971 lorsqu'on a assassiné l'État camerounais, avec la complicité de l'État français évidemment, a assassiné le dernier leader nationaliste, Ernest Ouandjé. Et donc, Marie Ngochat a été en Chine parce que pendant la guerre, quand il préparait, il y a eu un moment où le mouvement nationaliste pensait à préparer des guérillas urbaines, etc. Et donc, a priori, elle ferait partie des femmes qui avaient été formées pour conduire des chars. Et donc, qui avait été formée militairement pour pouvoir rentrer au Cameroun, pour pouvoir mener la guerre insurrectionnelle à bien. Mais voilà, c'est tout ce que je sais, mais c'est vraiment par bribes. Et je pense que oui, c'est un des personnages, donc ça pourrait être intéressant d'arriver à retracer la biographie parce que ça permettrait de voir ces connexions transnationales là du Cameroun à la Chine. Donc voilà, pour la question de Franche, écoutez, Franche, honnêtement, c'est la question que j'allais vous poser à toutes parce que moi, je ne suis pas ici pour forcément vous donner les leçons. Je pense que ce que je propose, c'est des faits, c'est une analyse et ce que j'espère, c'est qu'on puisse justement discuter des leçons que nous en tirons toutes et tous. Aujourd'hui, moi souvent, je me refuse à prendre la position de donneuse de leçons. Je suis plus dans la posture de la réflexion collective, en fait. Donc, je pense que votre question, elle est bien, mais je pense qu'elle ne s'adresse pas tant à moi que
à nous tous ici, et j'espère que le public qui est là va justement penser, enfin, des gens vont intervenir pour donner des éléments de réponse. Pour moi, je trouve que la praxis politique de l'IDFEC est assez claire, en fait. Je veux dire, c'est difficile de faire plus clair en termes de praxis politique radicale et démocratique. Et donc, les leçons pourraient être aisément tirées de mon point de vue. Super. On prendra juste la dernière et on laissera souffler le prof. Et si c'est Korotumu. Bonsoir à toutes. Je tenais à féliciter l'intervenant du jour. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup de ces genres d'espace pour apprendre sur les femmes qui ont vraiment participé à l'éveil des consciences des Africains. Parce qu'on a tendance à parler que des hommes et rarement des femmes. Voilà. Et moi, la question que j'ai à poser, bon, tout d'abord, je me présente, je suis Korotoum Cissé, malienne, actuellement en Côte d'Ivoire pour les études. Voilà, ma question, c'est au niveau politique, parce que on a tendance à voir dans la société dire que la politique, elle n'est pas faite pour la femme. À chaque fois, elle est derrière tout. Et pour la petite histoire, j'ai eu à échanger avec une militante aussi malienne. Elle est dans la politique, qui m'a dit en fait que quand les femmes viennent, par exemple, dans les partis politiques, elles restent toujours derrière. Elles ont peur quand on leur donne des postes de responsabilité. La plupart fuient en fait. Et elle trouve ça dommage. Maintenant, moi, j'aimerais demander à la conférencière, selon elle, qu'est-ce qui manque à la femme africaine pour qu'elle puisse s'engager totalement et vraiment dans la politique. Qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Est-ce que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, ou bien on a besoin de quoi au juste en fait pour nous qui sommes la nouvelle génération? Merci. Merci, Cissé, pour votre question. Et puis votre retour enthousiaste. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Mais en fait, je pense qu'il y a l'un des premiers problèmes, de mon point de vue, c'est que souvent, quand on pense la participation politique des femmes ou la non-participation politique des femmes de manière contemporaine, on fait comme si c'est la responsabilité des femmes. Enfin, si des femmes ne participent pas à un espace et que c'est majoritairement des hommes, il faut bien vous dire qu'il y a un système très patriarcal et très toxique qui est en place, en fait. Donc, je ne pense pas que les femmes ne veulent pas prendre de décisions. Je pense que les femmes, quand elles sont dans un contexte très, très, très sexiste et toxique, elles peuvent avoir le réflexe de vouloir se protéger. Donc, la première chose à faire, enfin, je ne sais même pas si c'est la première, mais en tout cas, je pense que les luttes, on est obligé de mener les luttes de manière concomitante, comme ces femmes, elles l'ont fait. C'est de travailler à démanteler le patriarcat, en fait, dans les espaces politiques auxquels on a envie de participer. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ça veut dire notamment dénoncer les responsables politiques et les militants, dénoncer leur attitude patriarcale, dénoncer le sexisme. Mais ça veut dire aussi, parce que dénoncer, parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut des sanctions. Et donc, dans un système patriarcal où les hommes se sentent autorisés à commettre des violences de violences symboliques aux violences physiques, est-ce qu'on a une capacité d'agir forte? C'est pour ça que je pense souvent que
oui, il faut être dans les institutions, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup lutter en dehors des institutions. Il faut, parce qu'on est condamné à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir en jouant avec des règles du jeu qui ont été définies, pas juste sans nous, mais contre nous, en fait. Donc, il faut démanteler. Il ne faut pas réformer. Par exemple, il y a toute une mouvance en ce moment, en fait, qui est tout aussi élitiste de briser le plafond de verre. Est-ce que ça m'intéresse de briser le plafond de verre, d'être au sommet d'une institution pour reproduire les logiques toxiques, capitalistes, antidémocratiques? Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est démanteler et reconstruire. Et donc, je pense qu'il faut le penser plutôt comme ça, qu'il manque quelque chose aux femmes. Il ne manque rien aux femmes qui ne sont ni plus ni moins humaines que les autres, que les hommes, avec leur force et leur faiblesse. Mais il y a qu'on est dans un contexte très patriarcal. On est quand même dans un contexte où il y a quand même une autorisation à tuer des femmes, quoi. Les féminicides. Donc, on sait aussi à quel point nos vies sont fragiles. Donc, la question de la désaffection politique des femmes n'est pas la question de la responsabilité des femmes dans leur désaffection politique, c'est celle de la responsabilité des hommes dans la désaffection politique des femmes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah voilà, elle nous met un tout petit cœur. Je pense que ça, c'est parfait. Bah, une réponse qui intervient comme une ouverture à prolonger le débat sans doute chez nous. Et donc, professeur, malheureusement, le temps imparti est largement à son terme. Peut-être voudriez-vous rajouter quelques paroles pour votre mot de clôture? Je n'ai jamais vraiment... En fait, la seule chose que je peux dire, c'est que la lutte continue. Enfin, il faut lutter. En fait, moi, je suis dans un contexte en plus occidental, donc j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu lutter en tant que femme noire, africaine, en ce contexte. C'est que, en fait, seule la lutte libère, en fait. Je pense que ce sera ça mon mot de fin. Seule la lutte Merci, libère. professeur. Merci, professeur. Et nous remercions tous les participants et toutes les participantes de nous avoir rejoints. Merci, professeur. Merci à la régie de la communication de la Fondation. Merci à Aïssata Diallo qui a accepté de modérer cette conférence. Et nous vous donnons rendez-vous le 12 mai prochain autour d'une nouvelle thématique. Est-ce que penser la démocratie à travers les questions sécuritaires constitue une opération sans danger? Ce sera avec Madame José Dominique. Merci et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos canaux sociaux. La retransmission de cette conférence sera disponible sur notre chaîne YouTube durant les prochains jours. Merci, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour l'organisation et pour votre présence. Au revoir. Merci.